émission de Sans Détour, nous avons comme invité M. El Hadji Hamidou Kassé, ministre chargé de la communication de la présidence de la République. Et pour l'interroger, nous avons Godlove, éditorialiste, Papsen, journaliste. Évidemment, les questions qu'on va poser porteront essentiellement sur l'actualité dans un premier temps, et dans un second temps, nous allons voir un peu ce que ce gouvernement qui a été mis en place fera en perspective de 2018-2019. Je rappelle que juste après cette émission, vous allez rencontrer M. Mokhtar Ba sur la question littorale, sur les aspects qui concernent spécifiquement la communication. Donc, pour cette 21e édition, la première question, évidemment, M. Kassé, vous venez justement de participer à la levée du corps de M. Djiboka, ancien ministre, ancien député, un grand commis de l'État. Qu'est-ce que vous en avez retenu vous-même? Oui, je vous remercie d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux de me retrouver avec des amis. Je pense que je connais à peu près tout le monde ici. Je dois avouer que j'ai été très peiné par la disparition de Djiboka, pour deux raisons. J'ai beaucoup réfléchi avant-hier quand on a annoncé son décès. Je me suis rappelé que j'ai toujours pensé que la mort, ce n'est rien. Parce que la mort est une conclusion fatale de la vie. C'est un point de notre destin qui est tout à fait incontournable. Et ce qui importait le plus, c'est de vivre debout, de vivre dignement, de vivre porteur de ses conceptions, de sa conviction, de ses idéaux, de vivre en somme l'immortalité. Et Djiboka, on peut être d'accord ou on peut ne pas être d'accord. Moi, j'ai une tradition d'extrême gauche, notamment celle qui a porté l'idéal marxiste et communiste. Pour autant, j'ai toujours vu en Djiboka quelqu'un de très constant, quelqu'un qui a confondu sa vie avec le service public, avec la République, avec l'État, et qui a vécu de façon constante cette quasi-fusion avec cette sphère de tout le monde. C'est comme ça que j'ai défini un peu la République, qui n'a jamais été dans le secteur privé, n'a jamais été dans ce qu'on appelle la société civile, il a toujours été dans l'État. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais du point de vue de la rigueur, de la constance dans l'idéal et dans la démarche, Djiboka était un homme irréprochable. Et ce n'est pas aussi, d'après toutes les infos que j'ai, celui qui était attaché au bien, parce que c'est devenu tout à fait très difficile de résister à l'hégémonie de l'argent. C'est difficile de résister à l'hégémonie des biens. Et moi, en tant que philosophe, j'admire toujours ceux qui privilégient le service du bien et non le service des biens. Évidemment, Djiboka, on retient de lui un grand homme d'État, un grand commis de l'État, qui a quasiment servi tous les régimes, tous les chefs d'État dans l'histoire du Sénégal jusqu'à aujourd'hui. On a envie de vous demander ce qui reste des rapports, enfin ce qui restait des rapports que la présidence actuelle entretenait avec le ministre Djiboka. Bon, il y a environ 2 ans, le président de la République avait fait appel à Djiboka pour lui confier la commission nationale du dialogue des territoires. Pour le président Macky Sall, le développement doit être articulé d'abord à l'échelle des territoires, parce que c'est là qu'on peut identifier de façon fine et précise les besoins des populations. Et des territoires remontés à l'État central pour justement avoir une représentation globale qui exprime véritablement les besoins, les attentes et les aspirations des populations. Mais pour cela, il faut qu'on tienne compte également des spécificités des différents territoires. Il est évident que la région naturelle du Fouta, du point de vue de l'histoire, du point de vue des cultures, du point de vue des potentialités économiques, diffère un peu de la région de Casamance, etc. etc. On ne va pas insister sur ces spécificités, mais le président trouvait qu'il était important que les différents territoires entrent en dialogue, en conversation, pour justement
tout en tenant pleinement compte des spécificités, formuler ce qui nous est commun, ce qui traverse les différences, pour justement que l'État central puisse également exprimer ses prérogatives. Mais cette fonction ne pouvait pas être assumée par le Haut Conseil des collectivités locales. C'est différent. Le Haut Conseil des collectivités locales regroupe des élus. Là, c'est une commission nationale consultative qui est chargée de formuler des conseils, mais qui fait également de la facilitation et de la médiation. Donc c'est un peu différent. C'est beaucoup plus technique. Le HCCT, c'est beaucoup plus politique, parce que là, c'est la voix des territoires proprement. J'ai envie de vous demander, est-ce que le président de la République a déjà trouvé ou a une idée de celui qui va remplacer c'est trop tôt pour en parler. Pour le moment, le président a tenu des propos extrêmement forts pour rendre hommage à Djiboka. Il a salué son parcours politique exceptionnel, parce qu'il ne faut pas oublier que la première grande crise post-62 au sein du bloc socialiste sénégalais, c'est entre 96 et 98, lorsque Djiboka et ses camarades ont fondé l'URD, l'Union pour le renouveau démocratique. Ça a été un schisme, ça a été une sorte de choc qui a justement fait entrevoir pour la première fois depuis l'ouverture démocratique intégrale la possibilité d'une alternance politique au Sénégal. Djibo a fissuré le bloc socialiste, il a cassé l'hégémonie et la toute-puissance du socialisme, enfin du Parti socialiste sénégalais, ancien UPS, n'est-ce pas, pour justement frayer le chemin vers la possibilité d'une alternance politique en 2000. On peut dire donc qu'il y a une dimension historique dans le geste fondateur de l'URD avec le leadership de M. Djiboka. Même si l'avenir n'a pas comblé ses attentes. Vous savez, à l'échelle d'une vie, il faut être beaucoup modeste. Il faut être humble et modeste. Pourquoi? Parce que l'histoire est en dernière analyse le tamis, ce qui permet de séparer, en fait, c'est vraiment le tamis de toutes les approximations. On doit être extrêmement prudent dans le jugement qu'on porte sur les uns et les autres. Vous savez, moi, ma formation politique repose sur ce qu'on peut appeler l'antagonisme. Nous, je dirais paléo-marxistes ou archéo-marxistes, nous partions du fait que la politique repose fondamentalement sur l'antagonisme, la lutte des classes. Nous avons vu un peu ce que ça a donné à travers l'histoire. Parce que l'antagonisme mène forcément à l'extermination de ce qui, pour vous, ne correspond pas à ce qu'on peut appeler l'homme nouveau. Et au nom de la morale, au nom de l'éthique, au nom de l'idéal héroïque, de l'idéal révolutionnaire, on a massacré des millions et des millions de personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, la politique, c'est moins l'antagonisme que la quête du consensus, dont la contradiction ou l'opposition n'est qu'une étape. Et pas l'étape la plus importante, à mon avis. Pourquoi? Parce que je ne perçois plus mon adversaire comme un ennemi. Je ne le perçois plus comme l'autre, irréductible dans son identité. Je le conçois comme un sujet avec qui je peux parfaitement converser pour trouver des plages de consensus ou de convergence. Je m'explique. Vous savez, un monde est fait de diversité. C'est un monde de mondes. Vous avez votre monde, j'ai mon monde, l'autre a son monde, et ainsi de suite. Mais nous cohabitons tous dans un monde. Il y a une double approche possible. Ou bien nous nous disons que ce qui fonde notre voisinage, c'est la conflictualité. Donc c'est d'essence spécialement conflictuelle, un peu, si je parle en philosophe, ce que Hegel appelait la contradiction ou l'opposition. Hegel disait dans Sciences de la logique qu'il faut
pousser la diversité du divers jusqu'à son extrémité. Parce que c'est à la pointe de la contradiction que les diversités deviennent mobiles et vivantes les unes par rapport aux autres et acquièrent cette pulsation négative qui est la source de la vie et de l'automouvement. Moi, je ne suis plus dans cette dialectique. Je ne suis plus dans cette dialectique. Voilà, il y a la conflictualité. Ou alors nous nous disons que nous sommes des mondes différents dans un même monde, que nous pouvons coexister, nous pouvons habiter, nous pouvons établir le principe de la conversation qui nous permet de rechercher justement le consensus. C'est cette obsession antagonique qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'opposent à la nomination de Aliou Sall à ce poste stratégique qui est directeur général de la Caisse de dépôt et consignation. Là où on descend des principes à la réalité. Oui. Vous savez, nous sommes, et moi je le comprends. Je le comprends parce que... Est-ce que vous le consommez comme une sorte d'antagonisme, mais c'est pas violent? Bon, vous savez, moi de toutes les façons, j'ai quitté le champ des antagonismes violents. On ne m'y retrouvera plus parce que je sais ce que c'est, je sais ce que ça coûte humainement, je sais également ce que ça coûte intellectuellement. Parce que dès lors que tu es dans l'antagonisme, au plan intellectuel, tu as des œillères qui ne te permettent pas de savoir que la différence est juste une étape dans une quête de consensus. Premièrement. Deuxièmement, sur la question d'Aliou Sall, je ne vais pas me dérober, cher ami. Je ne vais pas me dérober parce que il y a beaucoup qui ont crié sous tous les toits que, oui, nous étions là quand le président Wade nommait son fils. Nous n'avons jamais combattu Karim Wade parce qu'il a été ministre. Jamais. Personne ne peut sortir des archives sonores ou écrites qui nous confondent ou alors qui nous prennent à défaut de combattre Karim Wade parce qu'il a été nommé ministre. Nous avons combattu un projet. Nous avons dit précisément, pas de dévolution monarchique. Pas de dévolution monarchique du pouvoir. Nous nous sommes dressés en foule massive, décidés, déterminés devant l'Assemblée nationale. Vous contournez le problème. Non, je ne contourne pas, je vais revenir sur le problème. Sauf que nous avons précisément demandé que la loi qui était basée sur le quart bloquant, qui permettait de d'élire quelqu'un dès le premier tour avec 25%, avec sous fond de ticket présidentiel, nous avons demandé le retrait pur et simple de cette loi. Que ce problème ne s'est pas posé avec Aliou Sall. Non, avec Aliou Sall. Ne lui enlève la compétence intellectuelle qu'il a, toute sa formation. L'illustre confrère a un parcours brillant que tout le monde connaît. Le problème, la controverse, M. Kassé, vient justement de ce que Macky Sall a bâti une bonne partie de sa campagne électorale et de toute sa préparation pour la conquête du pouvoir sur l'inverse de ce type de pratique, justement. Non. Et les promesses qu'il a faites à cet effet. Et surtout qu'on plaide à Macky Sall, je ne nommerai jamais par décret Aliou Sall. Non, il a dit à Aliou Sall, je ne vais pas te nommer par décret. C'était au début des années, enfin au début de 2012, lorsque la deuxième alternance politique a été réalisée. Pourquoi? Il lui a dit, je ne vais pas te nommer avec un décret, parce que simplement, le Sénégal a vécu un traumatisme. Entre 2009 et 2012, il y avait comme une sorte de déprime dans ce pays, les gens ne comprenaient pas. Il y avait une sorte de schizophrénie, les gens étaient perdus. Ils se disaient, mais où allons-nous? Parce que simplement, le chef de l'État en qui nous avons déposé notre confiance est en train de vouloir frayer en toute illégalité et de façon anticonstitutionnelle le chemin du pouvoir pour son fils. Ça a traumatisé. Mais c'est parce que simplement, ce chef d'État... Non, mais justement, c'est parce que simplement ce chef d'État s'appuie sur des leviers impersonnels pour régler un problème tout à fait personnel. C'était inacceptable. Pour un démocrate, un républicain, c'était tout à fait inacceptable. Et je termine. Donc nous l'avons combattu. Mais nous n'avons jamais
dénier à Wade de confier le groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais à Doudou Wade. C'est la question de la nomination du décret qui a changé. Mais ce qui a changé, c'est ceci. Je vais vous expliquer. Quand le président a dit ça à Aliou Sall, il lui a dit, cherche du boulot. Aliou Sall a trouvé un boulot dans le privé. 3 Sénégalais, je peux donner des indices, mais je ne dirai pas leur nom. 3 Sénégalais ont rié dans les brancards pour dire oui, le pétrole du Sénégal, Macky Sall l'a mis entre les mains de son frère. Le pétrole et le gaz du Sénégal, Macky Sall les ont mis entre les mains de son frère. Ça a créé un tollé extraordinaire. Et c'était 3 Sénégalais. C'est-à-dire ces 3 Sénégalais ont trouvé le moyen de dire que Macky Sall et son frère ont manipulé toutes les compagnies pétrolières et gazières qui interviennent dans l'exploration au Sénégal, toutes les bourses de valeur dans lesquelles ces compagnies sont cotées, tous les gouvernements des pays dont sont originaires ces compagnies pétrolières, toute la presse nationale et internationale, parce que je n'ai pas vu un seul journaliste qui ait fait une enquête pour aboutir à la conclusion que le pétrole du Sénégal est entre les mains de M. Aliou Sall, toutes les ONG nationales et internationales qui travaillent sur la question du pétrole et des mines de façon générale. Donc, voilà 2 qui ont manipulé. Ensuite, à un moment, Aliou Sall, sous pression de son frère, a démissionné. Les bases de l'APR et de Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye ont proposé qu'Aliou Sall soit tête de liste départementale. On a dit oui, son frère veut qu'il aille à l'Assemblée nationale, être président de l'Assemblée nationale et le remplacer. C'était ce qui est complètement incongru, ce qui est complètement débile à mon avis. Mais son frère a mis pression, a fait encore pression sur lui pour qu'il ne se présente pas aux législatives. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un responsable politique. Non, mais il y a le décret, vous n'avez pas de oui, non, mais justement, mais en ce moment, c'est que la réalité imposée à Macky Sall de réparer une injustice en nommant M. Aliou Sall, responsable de l'APR, maire de Guédiawaye, intellectuel qui a une bonne formation, à un poste. Quitte à se dédire. Si vous appelez ça délire, Monsieur Kassé, moi je ne vais pas insister sur ça. Monsieur Kassé, vous êtes philosophe et je ne vais pas vous faire de leçons sur la morale, mais est-ce que dans l'idée qu'on se fait de la République, de l'égalité des chances et de la démocratie, est-ce que nommer le frère du président de la République dans une grande institution comme la Caisse des dépôts et consignations, est-ce que quelque part on ne peut pas parler de népotisme et d'absence de morale? Moi je ne parle pas de népotisme ni d'absence de morale. Vous savez, on peut discuter sur les concepts de morale, d'éthique, etc. Mais on n'est peut-être pas là pour ça. Je m'en tiens à ce que je disais tantôt. Là, ça c'est une question très difficile. C'est-à-dire entre le bloc moral, éthique d'une part, et la réalité d'autre part, il y a un problème. Il faut qu'on réfléchisse. Parce que sinon, on peut rester à la surface des choses et en ce moment, ça devient extrêmement facile. La controverse s'aggrave surtout, je vais compléter cette question. La controverse s'aggrave parce qu'à l'époque où il a fallu imposer Karim Wade aux membres du Parti démocratique sénégalais, le président de l'Assemblée nationale de l'époque était parmi ceux qui disaient qu'il ne fallait pas que le fils du président rentre même dans les rangs du parti pour gravir les échelons. Et ce président de l'Assemblée nationale était un certain Macky Sall. Il a dit ça, il a dit que Karim Wade ne doit pas entrer dans... Il fait partie de ceux qui ne voulaient pas de Karim Wade à l'époque dans les rangs du PDS. Vous avez des archives, vous avez des archives? Non, c'est-à-dire moi, tout ce que je dis... Si nous ne faisons pas, M. Kassé, ce n'est pas la question, si nous ne faisons pas de fixation sur Aliou Sall et qu'on sort de Aliou Sall avec la permission de Momar Seni Ndiaye, il y a quand même qu'autour de la famille présidentielle, il n'y a pas que Aliou Sall. S'il n'y avait pas eu Mansour Faye, s'il n'y avait pas eu les Abdourahmane Seck, Omer et autres, s'il n'y avait pas eu le cas de Yahambaye, s'il n'y avait pas eu toutes ces questions, toutes ces suspicions qui font qu'on ressente à chaque fois la main de la reine, pour reprendre l'expression de Vincent Dujeu,
on ne parlerait pas de la famille de Macky Sall dans la gestion des affaires. Répondez pour qu'on passe au remaniement. On a déjà assez consacré de temps sur la... Vous savez, moi... Même restons dans la pratique. Est-ce qu'il manque au Sénégal des personnes compétentes pour gérer la caisse des dépôts et consignations? Est-ce que M. Aliou Sall n'a pas les compétences de gérer? Aliou Sall, attention, il y a quelqu'un qui disait, ouais, bon, un petit journaliste et consort. D'abord, il m'a insulté en le disant, parce que moi, j'ai été journaliste. Ensuite, je lui ai dit, mais Aliou Sall a fait une école de management, parce qu'il a fait l'ENA. Aliou Sall a de l'expérience dans le secteur privé. Donc, ramenons le débat à ça. Je dis encore une fois de plus que notre conflit avec le président Wade, pour qui nous avons énormément de respect, notre conflit avec le président Wade, c'était moins qu'il ait promis son fils ministre ou chef de l'agence pour l'ANOCI, que parce qu'il voulait s'appuyer sur des leviers constitutionnels pour violer la Constitution et frayer illégalement le chemin du pouvoir à son fils. C'était ça la contradiction. Comment il n'avait pas? Il n'avait pas toute sa famille, plusieurs membres, frères et beaux-frères. Non, mais vous savez, bon là, bon, je vais rejoindre un tout petit peu l'exhortation chrétienne, tout à fait chrétienne. En Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Et donc, je ne vais pas parler de personne. Mais je peux vous citer, je peux vous citer. Et ça, je peux donner des noms. Si vous dites que Wade n'avait pas mis des gens de sa famille dans le pouvoir, ça veut dire que vous n'êtes pas... Donc, rien n'a changé. C'est pas une histoire de changement. Comprenons-nous bien. Est-ce que vous avez vu dans le geste de Macky Sall la volonté de violer la Constitution pour frayer illégalement le chemin à un de ses parents, le chemin du pouvoir? Mais c'est ça. Moi, la question que je vais vous poser pour clore un peu ce chapitre, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de mettre dans nos dispositions légales et réglementaires quand même des doses de décisions, de pratiques pour mettre en place des systèmes de contre-pouvoir? C'est-à-dire dire par exemple que pour des directions aussi stratégiques que la Caisse, comme l'ARMP, la RTP, favoriser l'appel à la candidature. Faire en sorte que les candidats viennent présenter leur candidature, ils sont soumis à des questions à partir d'une commission, ensuite on donne les 3 premiers noms au président, qui choisit pour éviter effectivement qu'il y ait des problèmes, des suspicions de cette façon. À défaut de fixer le quota familial. Non, il n'y a pas de quota familial, arrête, il n'y a pas... Bon, ou bien on est... Est-ce qu'on ne doit pas mettre aujourd'hui vraiment des prédispositions? Très bien. Moi, franchement, en tant que citoyen, je peux parfaitement comprendre et même adhérer à ce principe d'appel d'offres pour les grandes directions. Je peux. Peut-être que nous sommes dans un contexte de transition qui va forcément nous mener vers ça, d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les pays du monde, encore une fois de plus, les pouvoirs politiques, notamment le président de la République qui est dépositaire de la légitimité populaire, a le pouvoir, la prérogative constitutionnelle de nommer à tous les postes civils et militaires. Est-ce qu'on va lui enlever ça? Bien sûr. Maintenant, oui, je viens. On peut demander, n'est-ce pas, ce que le président, qui a effectivement la prérogative constitutionnelle, on ne peut pas lui nier ça, comme tu dis, de procéder, d'accepter qu'on procède à un appel d'offres. Il y a peut-être 100 Sénégalais, 200 Sénégalais qui vont déposer leur offre, et puis lui, il va choisir qui il veut. Sur la base des critères. Dans aucun pays au monde non plus, il n'est admis que si un citoyen n'est pas investi à la députation, qu'on répare un certain préjudice en le nommant à un important démembrement du ministère des Finances. Donc, vous savez, pour moi, vous le conseillez, pour moi, la caisse de dépôt et de consignation, non. Le Soleil, n'importe quelle autre entreprise ou société ou service ont exactement la même dignité. Exactement la dignité. Moi, moi je ne suis pas dans des... Parce que les gens ils disent, oui, c'est 100 milliards, 200 milliards. Mais alors, vous croyez que c'est de l'argent comme ça,
bon, le frère du président, ou Godlob, ou Sed, ou El Hadj Kassé va venir, bon, le matin, regarder des milliards, en partant. Non, mais attendez, la caisse de dépôt et de consignation, c'est certainement l'entité, n'est-ce pas, de l'État qui est la plus hermétique et même dogmatique en matière de procédure. Il y a un comité de surveillance qui quand même... Tu peux pas. Donc, mais en France, on l'appelle l'État dans l'État parce que c'est puissant. La deuxième question portera effectivement sur le nouveau gouvernement. On a beaucoup parlé de ce gouvernement. Est-ce un gouvernement politique? Est-ce un gouvernement le plus simple du monde qui doit aller en 2019? Comment vous devez le qualifier, si vous devez le qualifier? Bon, d'abord, c'est quoi un gouvernement? C'est quoi un gouvernement? Un gouvernement, c'est le bras organisationnel du président de la République chargé de mettre en œuvre la politique qu'il a définie. Et ça également, c'est une prérogative constitutionnelle. Le chef de l'État définit la politique de la nation. Oui, ça c'est clair. Alors, voilà, donc le gouvernement, c'est ça. Donc le gouvernement, c'est pas... j'entends les gens dire, oui, c'est un gouvernement politique. Tout gouvernement est politique. Pour la bonne et simple raison que tout gouvernement est adossé à une vision, à un projet de société qu'il est chargé de mettre en œuvre, premièrement. Deuxièmement, le président de la République a de façon très précise indiqué que la mission principale de ce gouvernement est d'accentuer les acquis sociaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez remarquer que depuis, et sur ce plan, je pense que nous sommes plus à gauche que l'extrême gauche sénégalaise, dont je suis originaire, entre guillemets. Alors, vous avez bien pu remarquer que nous avons, depuis 2012, développé une batterie de mesures au plan social. Parce que pour nous, la finalité de la politique, c'est le vécu quotidien des gens. Alors, je ne vais pas énumérer. Hein. De ministres, non, il n'y a pas pléthore de ministres. Il y a 39 ministres. Nous avons exactement reconduit. Plus de ministres d'État. Reconduit, je viens. Le nombre de ministres s'accroît. Non, je suis désolé. C'était 39. Non, oui, mais ça c'est... Bon, je veux dire, on ne peut pas quand même discuter de ces détails-là. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que le gouvernement soit efficace. Et il a dit que ce nouveau gouvernement doit accentuer les acquis sociaux, notamment sur la question de l'emploi, la question de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pourquoi il va y avoir une bourse pour encourager l'entrepreneuriat, et ainsi de suite. C'est un fonds qui sera logé à la présidence et qui devra permettre aux jeunes et aux femmes de créer eux-mêmes leur entreprise, de promouvoir l'autre emploi. Les 500 000 emplois, attention, nous sommes un peu moins quand même de 300 millions. Nous n'avons pas encore atteint ces objectifs de 300 000 emplois. Nous n'avons pas... à la police et à la gendarmerie pour... Vous faites allusion au recrutement à la gendarmerie aussi? Non, ça c'est pas... Quand on vous dit que les 500 000 emplois, c'est pas l'État qui crée des emplois. C'est pas l'État. L'État aménage les conditions pour la création d'emplois. L'État s'appuie sur le volet ou le pilier 1 du plan Sénégal émergent, transformation structurelle de l'économie sénégalaise, pour que cette économie puisse plus respirer, souffler, s'ouvrir, être flexible, être moderne pour générer des emplois. Monsieur Kassé, le président de la République a déclaré lors du dernier Conseil des ministres que l'exercice 2018 sera dédié à la jeunesse. 5 ans après avoir été porté à la magistrature, à la jeunesse aussi, à la jeunesse. Et est-ce que c'est pas quelque part un aveu d'échec? Non, c'est pas un aveu d'échec. L'année dernière, on a dit que l'année est dédiée à la culture. C'était pas parce que nous avions échoué. Paradoxalement, Macky Sall est un ingénieur, mais ce qu'il a fait en matière de culture est autrement plus important que ce que nos prédécesseurs ont fait. Je peux vous citer des exemples. Nous avons fait aboutir le vieux projet de la SODAV, la Société des droits d'auteur et des droits voisins. Mais ça, c'est une vieille revendication des artistes. Nous avons
ni contribué à la mise en place d'une mutuelle de santé pour les artistes. Nous avons mis en place un fonds dédié et logé au ministère, non seulement du cinéma, plus d'1 milliard. Nous avons augmenté à 600 millions le fonds dédié à l'édition. Nous avons mis en place un fonds pour les cultures urbaines. Il y a énormément d'initiatives qui ont été en réalité. Parce que nos prédécesseurs ont mis l'accent sur les infrastructures chargées d'accueillir des contenus culturels. Nous avons mis l'accent sur la capacitation, entre guillemets, des acteurs pour accéder à des ressources et justement être beaucoup plus puissants dans la production et la créativité. Le plus important, c'est le résultat qu'on attend. Oui, c'est le résultat. Parce qu'en réalité, la critique qui est faite à ce régime d'un point de vue général économique, c'est non pas la croissance qui grimpe, effectivement, comme sur le cas de la Côte d'Ivoire, comme dans la sous-région en général, mais c'est au niveau des facteurs productifs de cette croissance-là. C'est-à-dire qui portent cette croissance-là. Ouais. Visiblement, il y a une kyrielle de programmes sur le plan agricole, mais qui ne fonctionnent pas toujours. Et l'essentiel de la croissance est porté par les banques, la téléphonie, c'est ce que les économistes disent, hein, et qu'à la fin, on a de gros chiffres. Mais non, c'est le constat qui est fait, plutôt. Pour te rectifier, on peut débattre sur ça. Le constat qui est fait, c'est que justement les moteurs de croissance sont en train de plus en plus de changer. Et pourquoi les pauvreté ne recule pas? Les gens sont de plus en plus pauvres. Non, je suis désolé, je suis absolument désolé. Mais non. Si on revient dans le factuel, il y a 3 jours, le Forum économique mondial a établi une étude. Le Sénégal est classé 128e sur 130 pays. Le Sénégal ne dépasse que le Yémen, un pays en proie à sur le capital humain. Le Yémen et la Mauritanie. Oui, sur le capital humain. Parlons des ressources humaines. Vous croyez franchement que le Sénégal est derrière un certain nombre de pays en matière de ressources humaines? Vous y croyez-vous? Honnêtement, entre nous. C'est un classement objectif qui a été fait par... Oui. Ah bon? Non, mais je veux dire, vous savez, les classements, c'est comme par exemple le taux de croissance. On peut avoir diverses manières, hein, plusieurs portes d'entrée pour, je ne sais pas, évaluer un taux de croissance. Oui, on peut, oui, continuer à rester pauvre. Absolument. Non, absolument, si la croissance n'est pas inclusive. Mais là, au Sénégal, on ne peut pas dire que la croissance n'est pas inclusive. Ce sont des programmes, et pas seulement à l'état de projet, mais des programmes réels sur le terrain qui, justement, arrachent les populations à la pauvreté. Maintenant, ce classement, pour être honnête, j'ai entendu parler, j'ai pas lu pour être honnête. J'ai pas lu, je n'ai pas connaissance de ça. Il y a plusieurs indices, de développement humain. Ça, c'est les indices de capital humain. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse classer le Sénégal derrière quand même un certain nombre de pays africains en matière de ressources humaines. Toutes les institutions ont quand même salué la qualité des ressources humaines au Sénégal. Mais j'attends de voir pour mieux discuter, parce que je n'ai pas discuté. Oui, j'aime pas discuter de choses. Je veux dire, si on parle de classement, lorsque le ministre de l'économie du Sénégal est désigné comme l'un des meilleurs ministres en Afrique, voilà, tout le monde applaudit. Je n'ai pas dit que c'est faux. Non, je n'ai pas dit que j'ai pas dit que c'est faux. Je dis, je peux pas. Il est honnête de dire qu'il n'a pas lu. J'ai pas lu ce classement. Donc je connais pas la méthodologie, je connais pas le cadre conceptuel, je connais pas les indicateurs qui ont permis, les variables qui sont entrées en jeu, en corrélation, qui ont permis d'établir ce classement. Donc c'est très difficile que je me prononce là-dessus. Plus proche parce que le Forum économique mondial, ça peut être un peu plus loin. À l'occasion du 2e Forum de la recherche économique et sociale au Sénégal, je crois que c'était organisé par le Centre de la recherche économique et sociale et le ministère de l'économie et des finances. Il avait été constaté effectivement qu'il y a une série de leviers de la croissance inclusive qui ne sont pas mis en marche et qui n'avaient pas de résultats jusqu'ici. Ce sont les chercheurs qui ont établi qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'initiatives, beaucoup de microstructures, d'émanations de l'État ou de partenariats, mais qu'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'impact sur le vécu
les populations. Bon, vous répondez à cette question. Bon, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Le président a conçu un certain nombre de programmes, comme le programme d'urgence de développement communautaire, ou comme le PIMA, le programme de modernisation des axes et territoires frontaliers, comme Promoville. Promoville, ça vient de démarrer, donc c'est très tôt d'évaluer l'impact, PIMA également, mais ce sont des programmes qui ont démarré de façon effective. Alors, le PUDC a plusieurs volets. L'accès, par exemple, des populations à l'eau potable. Je vous donne juste des chiffres précis. Le Sénégal a 57 ans d'indépendance. Pendant 40 ans, il a été dirigé par des socialistes. Pendant 12 ans, par les libéraux. Et depuis 2012, donc depuis 5 ans, par nous-mêmes. Vous êtes, des libéraux, bon, nous, je dirais, ça c'est un débat, hein, parce que bon, il y en a qui parlent de... dans la nomenclature idéologique. Car là, oui, par là... Mais moi, personnellement, je pense que, vous savez, l'APR, son originalité, c'est que... Le président a dit qu'il était libéral. Hein. Oui, il peut être libéral. Moi, je ne suis pas libéral. Hein. Mais moi, je ne suis pas libéral. Il y a des communistes, il y a des communistes dans Benno Bokk-Yakaar. C'est ça, c'est de ce dont je parlais. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où plusieurs mondes peuvent coexister et entreprendre des choses ensemble, la diversité. Alors, je parlais donc du PIDC. Nous avons, sur la question de l'eau potable, des performances extraordinaires. Parce que là, pendant 40 ans, on réalisait entre 30 et 40 forages par an. 1600, ainsi de suite, forages. Ensuite, de 2000 à 2012, on était aux environs de 40 à 60 forages par an. Mais nous, avec les programmes cumulés, nous sommes à 140 forages par an. Et vous savez, la question de l'eau potable est une question cruciale à l'intérieur du pays. Parce que quand le président parcourait le pays, il a fait des milliers et des milliers de kilomètres à l'intérieur du Sénégal, plusieurs fois. Toutes les fiches qui étaient tenues ont été exploitées et faisaient voir de façon précise, ça c'est pas des chercheurs qui ont établi, mais c'est des enquêtes qualitatives qui ont permis de faire la hiérarchie des besoins exprimés véritablement par les populations. C'est pourquoi le président avait parlé d'un nouvel ordre de priorité. Il dit, ce que ça a révélé, c'est que d'abord, la préoccupation 1, c'était l'eau potable. Deuxièmement, c'était la question de la santé, la question de l'électrification, la question de pistes de production et la question, malheureusement, de l'éducation venait bien après, en 5e position. Mais les besoins réels, c'était ça. Et c'est pourquoi le PUDC a été articulé pour prendre en charge ce genre de besoins. Et c'est pourquoi sur la question de l'eau potable, il y a des performances extraordinaires. Sur la question de l'électrification rurale, il y a des performances extraordinaires, etc. etc. Donc, en fait, si vous voulez, on peut discuter des méthodologies, on peut discuter des indicateurs, mais l'impact des programmes mis en œuvre depuis 2012 est certain. Est certain pour quelqu'un qui connaît très bien le monde rural. Parti gouvernemental, parce qu'il nous reste à peine 15 minutes. Je vais parler également de M. Ismaïla Madior Fall, le nouveau ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui vous a précédé un peu à ce fauteuil, et de M. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, sur qui, à tort ou raison, pèse un peu de suspicion, parce que simplement, on estime que M. Aly Ngouille Ndiaye est un APR pur sucre, donc peu enclin au consensus, vous me direz si c'est vrai ou pas, et qu'au fond, M. Ismaïla Madior Fall a théorisé un tout petit peu, a permis au président de ne pas réduire son mandat, et il pèse également sur lui des soupçons de vouloir cautionner un éventuel troisième mandat. Est-ce que ces suspicions sont légitimes? Bon, moi d'abord, moi je ne travaille pas sur des suspicions. Je travaille sur des éléments d'information. Oui, mais l'opposition est dans son rôle. Oui, absolument. L'opposition est dans son rôle. D'abord, dire, oui, que Madior Fall a été produit ministre garde des Sceaux parce que il veut, comment dirais-je, qu'il avait d'abord fait que le président ne respecte pas. Mais c'est incongru. De deux choses l'une.
sur la question de la réduction du mandat du président, ou bien nous avons des mécanismes et des instruments impersonnels, n'est-ce pas, pour un certain nombre de décisions, ou alors c'est le président pouvait prendre lui-même un décret pour dire j'ai réduit mon mandat. Donc ça c'est un débat clos, et c'est un débat clos par le référendum. Et si nous sommes respectueux du peuple sénégalais, de la légitimité du peuple sénégalais, ce débat devrait être clos depuis très longtemps. Pour ma part, c'est un débat clos, premièrement. Deuxièmement, sur Ali non, sur le troisième, bon, parce qu'on est toujours dans les théories, les approches complotistes. Oui, bon, est-ce que c'est pas troisième mandat? On est dans des conjectures et consorts. Et donc sur les suspicions, mais c'est du toc. C'est du toc pour la bonne et simple raison que le référendum, le référendum a légitimé une disposition plutôt de la Constitution, la Constitution révisée, n'est-ce pas, de mars 2016, mais qui a verrouillé toutes les questions liées au mandat présidentiel, à la durée et au nombre de mandats présidentiels. C'est clair. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas organiser un référendum sur ces dispositions-là. C'est des dispositions d'éternité. C'est pas possible. Donc c'est clair que là également, le mandat du président, c'est clair. Mais non, mais attendez. Je vous dis que le président Macky Sall est respectueux de la Constitution, surtout celle qu'il a défendue lors du référendum. Donc sur Ali Ngouille, les suspicions sont légitimes. Bon, sur Ali Ngouille d'abord, nous avons connu des élections législatives. Certains ont été battus. Et au lieu de féliciter le vainqueur, ils ont versé dans l'intoxication. C'est des élections chaotiques. Est-ce que quelqu'un peut me citer 5 communes, parmi plus de 500 communes au Sénégal, où il y a eu des problèmes pendant ces élections? Je veux bien. Mais et ça, c'est un débat. Il y en a eu quand même. Et, il y a eu des problèmes. Il y a eu des communes, il y a eu des problèmes, oui. Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit il y a des problèmes. Tu sais, notre différence avec les autres, c'est que nous reconnaissons qu'il y a des problèmes. Mais vous ne pouvez pas me citer 5 communes où il y a des problèmes. Mais il y a quand même 700 000 Sénégalais qui n'ont pas pu... Où est-ce qu'ils ont pris ces chiffres-là? C'est faux. Que leurs cartes n'ont pas été éditées, qu'en réalité, ils n'ont pas... Mais oui. Ils ont eu des difficultés pour trouver leurs cartes. Mais justement, nous l'avons reconnu. Voilà. Donc ça fait partie des difficultés. Mais juste les difficultés. Mais quand on a constaté cette difficulté de retrait, qu'est-ce que le président de la République a fait? Il a pris une décision en rapport avec le Conseil constitutionnel qui permettent à ces 700 000 qui n'ont pas pu retirer leurs cartes, à d'autres dont les cartes ont été produites mais qui n'ont pas pu les retirer, de voter avec le récépissé plus une carte d'identification nationale. C'est quoi la carte biométrique? C'est ça qui a fait qu'on a eu 3 millions d'inscrits quand même, et d'électeurs, hein, ce qui est un record par rapport Mais nous avons eu un taux qui tourne autour de 54% depuis quand on l'a. Donc c'est totalement faux. Quand les gars ils disent que oui, c'est des élections chaotiques, c'est absolument faux. Parce que, d'autant plus que le point le plus critique de ces élections, c'était Touba. Et Touba, c'est la CENI. Oui, mais ça, c'est des retards, des bulletins, ainsi de suite. Ça a été réglé très rapidement. Pourquoi il a changé? Comment? Si les élections ne sont pas aussi chaotiques que vous le décrivez, pourquoi il a changé? Momar, tu ne vas pas me demander d'être à la place de Macky Sall pour dire pourquoi il a changé. Alors, non, mais pour clore cette affaire-là, je disais que le point le plus critique, c'était Touba. Le point le plus critique, c'était Touba. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Touba? Ce qui s'est passé, c'est que la veille, bon, certainement, eux, ils pensent que c'est la puissance magico-fétichiste de Macky Sall qui a provoqué les pluies diluviennes et les vents qui ont détruit les abris provisoires. Parce qu'avec eux, maintenant, nous, on est prêts à tout. Alors, mais le gouverneur a pris la mesure, un arrêté, pour dire que le scrutin peut se dérouler jusqu'à minuit. En tout cas, en faisant dans l'après-midi,
qui est allé saccager les urnes? C'est nous. Objectivement, vous êtes des journalistes. Non, ben voilà, donc il faut savoir raison garder. Le système électoral sénégalais est tel que personne, je dis bien personne, ne peut frauder des élections dans ce pays-là. C'est terminé. Oui. Le président de la République a justement appelé au dialogue. L'opposition a répondu, mais a posé 6 conditions. Parmi lesquelles... c'est beaucoup, hein? Oui, parmi lesquelles procéder à l'audit du fichier électoral, remplacer le Sénat, la Sénat du moins, et avoir un nouveau conseil constitutionnel. Et aussi changer le magistrat à la tête de la Cour suprême. Vous répondez quoi? Non, moi, il ne m'appartient pas de répondre. Il m'appartient de prendre acte. Vous êtes juste le conseiller. Comment? Non, vous êtes juste le conseiller. Oui. Mon avis, c'est que le président a appelé au dialogue. Ça, c'est des points de discussion. De l'autre côté, il faut qu'ils prennent leurs dispositions pour construire leur argumentaire, venir à la table du dialogue, poser... ça ne peut pas être des préalables. Ça ne peut pas être des préalables. C'est peut-être des points qu'on peut inscrire à l'ordre du jour, mais ça ne saurait être des préalables. Parce que ça n'a pas de sens. Sinon, il n'y a pas de dialogue. Non, si ça n'a pas de sens, c'est que l'opposition n'a rien pour venir au dialogue. Non, je n'ai pas dit que l'opposition n'a rien. L'opposition a un certain nombre de griefs et de propositions. Mais il faut venir à la table des discussions. Mais sinon, si vous dites les points qu'on doit inscrire à l'ordre du jour doivent être traités avant qu'on s'accorde sur l'ordre du jour, il y a un problème. Moi, je pense que, je le disais tantôt, je répète encore que nous sommes dans un même monde, il y a plusieurs sous-mondes dans ce monde, et tous ces sous-mondes doivent savoir coexister. Mais en remerciant Abdoulaye Daouda Diallo, on voit bien que le président a fait un pas vers ce dialogue-là. Ça, c'est votre interprétation. Moi, en tant que conseiller du président, je constate et je ne commente pas ces décisions. Je ne peux même pas commenter ces décisions. C'est la dernière question. Parce que... Ouais. Non, j'avais une question. Je voulais savoir s'il a l'impression qu'il a écouté, lui, le conseiller du président. Qui, moi? Sinon, il ne serait pas là depuis tout ce temps. Allez, le président, il faut poser la question au président. Bon, ma dernière question, elle concerne le délit concernant l'offense au chef de l'État. Est-ce que vous pensez que dans une démocratie majeure, on peut condamner des personnes pour avoir critiqué ou en tout cas... Non, on n'a jamais... Non, s'il vous plaît, quand même, nous lisons tous les jours les journaux. Non, la France que nous suivons... Non, nous ne suivons pas la France. Nous ne sommes pas à la remorque de la France. Il faut que ça soit clair. Ça également, c'est une nouvelle construction. On croit pouvoir faire des complexes aux gens. C'est dommage. Mais malheureusement, il y a ce que j'appelle la stratégie d'intoxication qui est de plus en plus utilisée par des milieux pour... ça fait partie de la politique. Ça fait partie de la politique. Mais le président se plaigne. Non. Donc je dis... On n'a jamais quand même condamné quelqu'un parce qu'il a critiqué. Et rapidement sur le franc CFA. Jamais quelqu'un pour... Non, ça aussi, Sen, je pense qu'il faut qu'on s'accorde là-dessus. Personne n'a jamais été condamné pour délit d'opinion dans ce pays. Personne. Mais maintenant, il y a... Non, vous me donnez des exemples. Maintenant, il y a, si nous voulons un équilibre de notre société, et entre guillemets la sacralité de nos institutions, qui sont des régulateurs, nous devons nous accorder sur un certain nombre de règles du jeu. Vous cautionnez les injures publiques. Non, mais je dis aussi que le citoyen est sacré. Mais oui, les citoyens s'expriment librement. Le temps que nous avons parti, les citoyens s'expriment librement. Est-ce qu'on a condamné quelqu'un parce qu'il s'est librement... C'est que dans les grandes démocraties, l'article concernant l'offense des chefs de l'État a été supprimé. Maintenant, c'est des démocraties qui sont arrivées à un niveau peut-être de maturité qui leur permet. Moi, j'ai une toute dernière question à vous poser, M. Kassé. Je rappelle que vous êtes écrivain. Vous avez déjà écrit 2 livres. Quel est le prochain livre? Non, je n'ai pas écrit 2 livres. J'en ai écrit plusieurs. Quel est le prochain livre? J'ai dit au moins 2 livres. J'ai dit au moins 2.
Bon, écoutez, sur ce plan, bon, ça devient tout à fait personnel. Il y a un livre que j'ai produit, qui n'est pas encore publié, c'est à chaque fois reporté, et qui est intitulé « Faire face à l'intoxication ». Et c'est sur la post-vérité dans la culture politique au Sénégal, dans la démocratie sénégalaise. Et là, bon, j'ai discuté avec un certain nombre de nos camarades pour justement qu'on en fasse un ouvrage collectif. Pendant qu'on y est, félicitations Sen pour votre ouvrage Politisez-vous, que j'ai lu, que je suis en train de relire. Ça, c'est un livre qui essaie de déconstruire justement, la stratégie d'intoxication de certains de nos. Comment? C'est Macky Sall qui va signer la préface. Mais bon, ça, tu verras. Peut-être que c'est toi, on va te proposer. Pour voilà, merci donc. Bon, sinon aussi, j'ai un recueil de poésie qui est publié, mais que des circonstances n'ont pas permis de diffuser et qui va être diffusé bientôt. Quand? Après la campagne électorale. Non, pas après la campagne. Peut-être dans un mois, en partenariat avec l'Association des écrivains du Sénégal, dont je suis membre. Très bien. Donc, voilà, sans détour est terminée cette 21e édition. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine, la 22e édition. Merci. Merci.